Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette cinquième édition de Culture Jumelle. Écoutez, c'est un duplex, c'est déjà la cinquième. On sera ce soir avec nos voisins russes de la ville de Krasnodar, la ville de Krasnodar jumelée à Nancy. J'en profite pour vous dire tout de suite que ce duplex s'inscrit dans le cadre de l'année de la coopération décentralisée franco-russe et du projet intitulé Krasnodar, invité d'honneur de la Saint-Nicolas. Alors, ce soir, nous allons parler russe et nous allons parler français. Nous avons des interprètes qui sont ici et qui vont assurer la traduction. Il y a une petite manipulation pour pouvoir en profiter. Peut-être que certains connaissent la petite manipulation. Elle est très simple. Si vous êtes sur Facebook et que vous êtes en train de voir ce live, il faut que vous ouvriez la page Zoom. Il faut venir sur Zoom pour profiter de cette traduction. Une fois que vous êtes sur Zoom, donc vous cliquez sur le petit lien en bleu qui est dans le titre de cette vidéo. Si vous êtes sur Zoom et que la page est ouverte, vous avez le petit bouton en bas à droite. Ça ressemble à une planète, ça s'appelle Interprétation. Vous choisissez le canal français pour pouvoir profiter de la traduction. Nos deux interprètes ce soir, Monsieur Anton Klevonsky et Madame Evgenia Anisimova. Je suis Gabriel Bertrand. La modératrice ce soir, c'est Faustine Salle. Ce sont les yeux de Culture Jumelle, également les oreilles. Elle sera à votre écoute et vous pourrez poser vos questions sur le chat de Zoom ou en commentaire sur Facebook. Et puis, on tâchera d'y répondre en direct. Le sujet de ce soir, c'est la figure de Saint Nicolas et son alter ego russe qui s'appelle Demolose. Pour en parler avec moi ce soir, Lucie Baird, qui est bibliothécaire responsable patrimoine Nancy, Madame Hélène Miroshnichenko, qui est directrice de la bibliothèque municipale de Krasnodar, Madame Evgenia Fediun, qui est directrice de succursale de la bibliothèque municipale de Krasnodar, et enfin Monsieur Thibault Laplace, qui est régisseur du Chœur Opéra National de Lorraine, mais enfin, ce soir, il est là en qualité de président de la connaissance et reconnaissance de la basilique Saint-Nicolas de Port. Bonsoir à tous. Je vous invite, chers intervenants, à allumer vos caméras et vos micros afin de me rejoindre pour que nous puissions commencer ce live. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Laplace. Eh bien, écoutez, la première question, elle est pour vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association qui donc s'appelle Connaissance et Renaissance de la basilique Saint-Nicolas de Port? Oui, alors cette association a maintenant 50 ans et son objet est de faire la promotion et de faire connaître un édifice gothique du XVIe siècle, une basilique qui se trouve donc à Saint-Nicolas-de-Port, et un édifice important pour nous ce soir. Évidemment, il est très intéressant du point de vue de son architecture, mais il est aussi intéressant parce que s'y trouve la relique de Saint-Nicolas. Et à partir de cet édifice-là, quand la relique y arrive au XIe siècle, le culte de Saint-Nicolas se répand plus particulièrement en Occident, dans le sud de l'Allemagne, en Flandre et bien sûr en Lorraine. Alors, vous dites la relique de Saint-Nicolas, donc ça veut dire qu'il a vraiment existé. Voilà, certains ne sont peut-être pas au courant. Est-ce que vous pouvez revenir sur Saint-Nicolas, qui donc, je crois que ça date du IVe siècle et ça se passait en Turquie, c'est ça? Alors c'est ça, oui, ça se passe bon, en Turquie actuelle, évidemment, ce n'était Oui. pas la Turquie à l'époque. Alors, on ne connaît pas bien Saint-Nicolas, mais il faut quand même dire, notamment nous en France, parce qu'on le connaît souvent principalement sous le prisme de la légende, mais Saint-Nicolas a bel et bien existé. On ne connaît pas précisément sa biographie, mais on sait qu'il est né à la fin du IIIe siècle. Il est mort dans la première moitié du IVe. Euh, il était évêque dans le sud actuel de la Turquie, à Myre. Euh, c'est un personnage un petit peu qui a quatre facettes. Bien sûr, il était de la Lycie, qui est une province, à ce moment-là, une province de l'Empire romain, une province caractérisée par une certaine volonté d'autonomie, qui marque sans doute un petit peu le caractère de Nicolas. Nicolas aussi, il est d'une certaine façon grec, en tout cas de culture grecque, puisqu'il est dans une ville qui est anciennement une colonie des Grecs, donc il a la culture, une certaine culture cosmopolite aussi à ce titre-là. Son nom lui-même, il vient d'un prénom grec. Il est aussi romain parce qu'il appartient à l'Empire romain, donc ça permet aussi et ça facilite son, son, euh, sa part de cosmopolitisme. Et puis bien sûr, Saint Nicolas, il est chrétien
Et les chrétiens à une époque complexe, parce qu'il est à une époque où on est à cheval sur des reliquats de persécution, des périodes plus calmes. Et tout cela indique sans doute aussi que Saint Nicolas devait être, comme évêque, un personnage assez charismatique pour avoir soutenu sa communauté jusqu'à la fin de son ministère, et sans doute de manière générale un personnage charismatique aussi, parce que s'il ne l'avait pas été, il est difficilement possible qu'on ait continué à connaître Nicolas jusqu'à aujourd'hui. Oui, parce que les légendes ne naissent pas par hasard, c'est souvent le fruit voilà, d'une vie exemplaire. On sait assez peu de choses de lui, mais on imagine peut-être qu'il se comportait bien avec les pauvres et que ça a donné naissance à la légende que peut-être vous pouvez nous rappeler, parce que sa vie posthume, en revanche, elle est beaucoup, beaucoup plus riche. Oui, c'est passionnant, les légendes de Saint-Nicolas. On le connaît en France principalement par le biais de la légende des trois enfants que le boucher découpe et que ça met dans le saloir et que Saint-Nicolas ressuscite. Alors évidemment, les légendes sont bel et bien des légendes, donc il ne faut pas les prendre pour des réalités, mais les légendes ne sont pas que des légendes et elles s'appuient fatalement toujours sur une forme de réalité. Et ce qui est très intéressant avec Nicolas, c'est qu'il y a une cohérence dans l'ensemble de ces légendes et que notamment on y retrouve pratiquement toujours une notion du chiffre 3 et donc une référence à la Trinité, parce que vraisemblablement Saint Nicolas a participé au concile de Nicée, qui n'est pas n'importe quel concile, parce que, avec d'autres, mais enfin, c'est le concile principal qui affermit le dogme de la Trinité, donc un seul Dieu en trois formes. Et vraisemblablement, Nicolas était un de ceux qui le défendait le plus. Et comme par hasard, dès qu'on évoque Nicolas, on a trois enfants ressuscités, trois officiers qui avaient été injustement accusés, qui sont miraculeusement sauvés. On a trois jeunes filles que Saint Nicolas permet d'ôter. Donc tout ça, c'est aussi beaucoup de légendes, mais ça s'appuie sur certainement des faits réels. Hmm. Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment est-ce qu'il est devenu le saint patron de la Lorraine, Saint-Nicolas? Alors essentiellement à partir d'un événement qui s'appelle la bataille de Nancy. Euh, euh, pour situer cette bataille, à ce moment-là, le duc de Bourgogne, donc la Bourgogne actuelle, non française, euh, est, pour résumer, propriétaire de la Bourgogne, de la Franche-Comté, et puis des territoires du Nord, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg actuel. Et il lui manque, pour rétablir l'empire lotharingien, il lui manque la Lorraine, qui lui permettrait de réunir ces territoires du Nord et du Sud. Pour avoir la Lorraine, évidemment, il a besoin de détenir sa capitale, et sa capitale, c'est Nancy. Il met donc le siège devant Nancy une première fois, une seconde fois, et le duc de Lorraine, René II, réussit in extremis à fuir, et puis au bout de quelques semaines, mois, à mettre en place une troupe de mercenaires lorrains, bien sûr, allemands, suisses, alsaciens, et livre bataille pour récupérer sa ville de Nancy qui est prête à tomber. Et la bataille est emportée par le duc de Lorraine, donc en 1477. Et on dit que le duc René II, qui a passé la dernière nuit avant la bataille, il l'a passé à Saint-Nicolas-de-Port, qui est une ville donc à 12 km de Nancy, et il a demandé à Saint-Nicolas, de l'aider à libérer Nancy, ce qui est d'autant plus cohérent que Saint-Nicolas, à ce moment-là, est déjà un pèlerinage très fort en Lorraine et en Europe, mais aussi parce que Saint-Nicolas est le patron des prisonniers libérés. Or, Nancy est des prisonnières à libérer, et à la suite de la bataille de Nancy, qui permet au duc René II de retrouver la souveraineté sur son duché de Lorraine, mais qui lui permet aussi d'avoir une aura européenne assez importante, on dit qu'il décide, enfin sa famille décide, parce que c'est aussi beaucoup son fils Antoine qui aura achevé de faire de Saint-Nicolas le patron, disons, officiellement des Lorrains, même s'il était déjà vénéré avant. Alors, ça, c'est pour la Lorraine, mais il est célébré en Asie mineure, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, dans d'autres régions de France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suisse et d'autres.
et en Russie. Alors, je me tourne vers vous, Madame Miroshnichenko. Avant d'évoquer bien sûr la figure de Ded Moroz, on peut rappeler que Saint-Nicolas est fêté en Russie. Je crois même que c'est l'un des saints patrons de Russie. Est-ce que vous me confirmez cette information? Да, вы абсолютно Oui, правы. vous avez tout à fait raison. Святитель Николай, Saint Nicolas, чудотворец, Nicolas le miraculeux, Nicolas l'hivernal, Nicolas de Montjaï. Donc on a beaucoup d'épithètes pour Saint Nicolas en langue russe. C'est un grand saint. еще бы, Donc, нашей громадной la fête de Saint Nicolas est très importante en Russie. La Russie est un pays immense, un pays orthodoxe. Et dans chaque ville, il y a des cathédrales, des églises Никольский avec des монастырь. croix et des icônes dédiées à Saint Nicolas. Как Et будто dans бы chaque église, vous pouvez entrer dans n'importe quelle église orthodoxe, иконостасе, vous verrez sur la place d'honneur une icône dédiée à Saint Nicolas. конечно, Bien безусловно, sûr, святителя Николая Чудотворца Saint Nicolas почитают во всем мире. est Во всем honoré мире partout почитают. dans le monde. Но вы знаете, вот у нас Mais говорят так, и во многие comme on dit en прошлые Russie, годы, даже когда к нам приезжали в Россию иностранцы, quand les étrangers venaient dans notre pays, приезжавшие в прежние века в Россию, il они y a des говорили siècles, о том, что on leur disait православного que христианина pour un paysan russe, Никола Чудотворец — это le Бог, Saint Nicolas, Сын и Николаю en Богу. fait, c'est le Dieu Père, Dieu Fils, et le Saint Nicolas. Voilà, c'est la Sainte Trinité pour un paysan russe. Bien sûr, en fait, c'était pas tout à fait correct parce que un paysan russe, il comprenait bien la différence entre le Dieu et le Saint. Mais en fait, ce dicton montre l'amour qu'on éprouve pour Saint Nicolas en Russie. Et est-ce que la figure de Saint-Nicolas est présente, on l'a compris, à Krasnodar et dans sa région, ou elle est vraiment étendue dans toute la Russie qui, vous l'avez rappelé, est un pays immense? Конечно, да. У нас есть церковь. Bien sûr, nous avons une église de Saint-Nicolas à Krasnodar. Храм какой бы ни вошли, Donc православный, vous pouvez обязательно entrer dans n'importe quelle église en Russie ou à Krasnodar et vous verrez sans doute une icône dédiée à Saint-Nicolas. Et le 19 décembre, c'est la fête de Saint-Nicolas en Russie. угоднику. Вот и всегда в этот день Et chaque année, очень le много 19 décembre, православных il y a beaucoup de pratiquants orthodoxes qui viennent dans les églises pour rendre hommage à Saint-Nicolas. Est-ce qu'il y a des particularités autour de cette fête? Par quoi elle se distingue, cette fête de Saint-Nicolas? Ну, православные праздники, у нас много православных праздников. Тут Nous речь avons beaucoup de fêtes dans l'Église orthodoxe, наиболее, может быть, почитаемая. mais peut-être Saint-Nicolas, c'est vraiment le saint le plus important. Мы понимаем, да, что это C'est le saint qui est Николай Угодник, как honoré et admiré partout. Il est honoré par exemple par les marins, parce qu'il aidait les marins. к этому святому C'est un saint à qui on demande en fait, d'alléger nos malheurs, à qui on demande de nous apporter de l'aide quand on se trouve dans des situations difficiles. Et il nous aide. Donc voilà, j'ai un livre dans mes mains. Voilà, Saint Nicolas. C'est un livre qu'on a publié ici, chez nous. Et ici, on parle de Saint Nicolas, on raconte ses légendes. Ce qui s'est passé en Russie grâce à Saint Nicolas. Parce que en Russie, tout le temps, on adresse nos prières et nos demandes à Saint Nicolas. Par exemple, voilà, je vais raconter une petite légende. Un soldat qui était pris en otage, mais qui a réussi à s'enfuir. Il se cachait dans une forêt. Et bon, voilà, les nazis le poursuivaient. Et voilà, il voit un vieillard. Et ce vieillard lui montre en fait des arbustes et des arbres pour se cacher. Voilà, c'est comme ça qu'il s'est sauvé. C'est une petite légende
qui montre comment Saint-Nicolas nous aide dans des situations difficiles. Bien sûr, vous pouvez y croire, vous pouvez ne pas y croire, mais voilà, ce sont des légendes et on a mis du cœur quand on crée ces légendes. Saint Nicolas, le saint patron des prisonniers. Ben voilà, Monsieur Laplace, on s'y retrouve. Alors, je vois que Madame Miroshnitchenko nous montre un livre. Je me tourne vers vous. Je me tourne vers vous, Madame Lucibert, puisque vous travaillez à la constitution d'un fonds de jeunesse autour de Saint-Nicolas. Quel type de littérature on peut trouver autour de Saint-Nicolas? Il y a beaucoup de choses, j'imagine. Oui, il y a beaucoup de choses autour de Saint-Nicolas. Bon, il y a des livres pour adultes, évidemment, qui sont écrits depuis fort longtemps. Les livres jeunesse, on s'y intéresse à la bibliothèque depuis pas si longtemps que ça, en fait, depuis 2015 seulement. Et on s'est inscrit dans cette problématique Saint-Nicolas, on va dire, parce que c'est vraiment quelque chose qui fait vibrer le territoire tout à partir du mois de décembre. Et on est quand même très attaché à suivre à la bibliothèque tout ce qui fait l'identité de ce territoire de la Lorraine. Et Saint-Nicolas en fait vraiment partie. Donc, on s'est lancé dans la constitution d'un ensemble de livres parlant de Saint-Nicolas. En général, c'est la légende vraiment classique avec les 3 enfants, les baquets, Saint-Nicolas qui vient les sauver. Et en se disant qu'on va constituer une collection autour de cette thématique. On a commencé cette collection de façon assez active en achetant encore tout ce qui était possible. En littérature jeunesse, les ouvrages ont une durée de vie pas très longue en fait. Donc tout ce qui est possible, ça a vraiment été le cœur de la collection qui a été notre point de départ. On a fait aussi des achats rétrospectifs, alors d'ouvrages qui ne sont plus du tout commercialisés. Donc ça, on fait une veille active de sites et puis de même à la limite sur des marchés d'occasion. On a fait aussi appel pour constituer cette collection on va dire aux Nancéens qui, dans leur bibliothèque, pouvaient avoir des ouvrages qui n'étaient plus commercialisés et leur demander de les donner à la bibliothèque pour participer à la constitution de cette collection, de cet ensemble. On a pour le moment à peu près plus de 50 documents de littérature jeunesse sur la thématique de Saint-Nicolas. La bibliothèque est une vieille bibliothèque, donc on avait dans les collections plus anciennes, on avait quelques documents, mais vraiment très rares. La bibliothèque s'était jamais attachée à acheter des livres pour la jeunesse, donc du coup, ils échappaient, toute cette littérature-là échappait aux achats et à la veille documentaire des bibliothécaires. On en avait quelques-uns issus du dépôt légal quand même de temps en temps. Il y a eu des choses qui ont été déposées par ce canal-là, mais c'est vraiment une nouveauté pour la bibliothèque depuis à peu près 2015. Et on ne s'est pas arrêté en fait non plus aux documents livres seulement, on a aussi étendu notre collecte à tout ce qui est étiquette de pain d'épices et puis tous ces objets dérivés qui pouvaient faire une collection, un ensemble qui avait du sens. Donc, on en est encore là, après 6 ans du début, on en est à constituer et toujours à être proactif sur cet ensemble-là. Alors, vous avez donc des contes, des chansons, des livres de cuisine, je crois, des livres de travaux manuels. Ça prend vraiment de multiples formes, hein. Il est partout, Saint-Nicolas. Oui, ça prend des multiples formes, mais c'est vrai que à direction de la jeunesse, on s'attachait vraiment à rester dans l'histoire narrative, dans la fiction de jeunesse autour de Saint-Nicolas. Mais c'est vrai qu'on a d'autres petits ouvrages qui peuvent constituer, qui peuvent venir augmenter toute cette collection. C'est vrai. Ouais. Est-ce qu'il y a des livres anciens? J'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a des livres anciens? Très peu, parce que, on va dire début du XXe siècle, il y a quelques livres qui sont arrivés par le biais du dépôt légal, comme je pouvais vous dire, mais pas beaucoup plus. C'était vraiment pas, en fait, à la bibliothèque de conservation de Nancy, c'était vraiment pas le souci de l'époque d'acheter des livres pour la jeunesse. Donc du coup, il y a d'autres livres, effectivement, hein, il y a une collection, tous les livres qui ont été imprimés sur cette thématique-là ont quasiment toujours
toujours été acquis. Les livres adultes, on va dire, hein, à destination d'un public adulte, ont toujours été achetés. Mais pour autant, ce n'était pas un souci comme ça peut l'être actuellement de la part des bibliothécaires. Très bien, bah, écoutez, je vous remercie. À votre connaissance, j'imagine bien que vous n'avez pas une connaissance exhaustive de ce qu'on trouve dans les bibliothèques de Nancy, mais est-ce que, à votre connaissance, on trouve des livres sur les fêtes de fin d'année célébrées ailleurs, en général, et en particulier en Russie? Non, on a très très peu d'ouvrages. On peut avoir un ouvrage qui va évoquer les fêtes d'ailleurs, mais pas beaucoup. Non, vraiment pas beaucoup. Très bien, écoutez, bah, je vous remercie. Avant d'évoquer le personnage de Ted Moroz, qui est un peu l'alter ego de Saint-Nicolas, avec nos intervenants et nos voisins russes, j'aimerais, Monsieur Laplace, qu'on parle rapidement de la relique qui se trouve à la basilique Saint-Nicolas de Port. Donc, basilique qui elle-même date du XVe siècle, je crois, c'est ça? La relique, pardon. C'est ça, Attendez, je suis confus. La relique qu'on trouve à la basilique de Saint-Nicolas de Port, c'est une phalange, c'est ça? Alors, on dit que c'est une phalange parce que il y aurait du sens à ce que ce soit une phalange dans la mesure où Saint-Nicolas était un évêque. On dit souvent une phalange précisément de la main droite, puisqu'un évêque va bénir de sa main droite. Oui, Or, si vous regardez dans le reliquaire, à supposer que Saint-Nicolas ait vraiment une main énorme, c'est plus vraisemblablement un os de l'avant-bras. Néanmoins, c'est pas forcément ça le plus important. La relique est arrivée avant l'édifice. L'édifice est en effet un édifice de la fin du 15e, début du 16e siècle. La relique est arrivée plusieurs siècles avant. Je signale que l'essentiel de la dépouille de Saint-Nicolas ne se trouve pas à Saint-Nicolas-de-Port, mais se trouve à Bari. Et la relique qui se trouve à Saint-Nicolas-de-Port est un morceau du corps de Saint-Nicolas qui est arrivé en Lorraine, vraisemblablement de manière peu honnête, ce qui revient à dire que c'était sans doute un vol. Mais on parle plutôt d'un pieux larcin pour le racheter. quelle belle expression. Euh, Est-ce que, Monsieur Laplace, vous connaissiez, avant de parler de cette réunion, Ted Moroz? Vous en aviez entendu parler? Alors, j'en ai entendu parler, oui, parce que j'ai habité à Moscou pendant un an. Ah, Euh, да, я говорю по-русски. Не отлично говорю, но я говорю. Je parle russe, Я, к сожалению, pas trop забыл bien, много слов, mais но я je le очень parle un хорошо peu, понимаю. je connais quelques mots. ah, Voilà, donc je reviens en français vous êtes pour plein de la surprises, commodité. Monsieur Laplace. Oui, si Ouais. vous restez en français, je pense que c'est plus simple. Oui, 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 non, c'était pour le. Donc oui, j'ai habité en Russie, donc j'ai fait connaissance un petit peu avec Died Maroz en Russie. Mais néanmoins, il m'a semblé que, très franchement, sur le coup, j'avais pas fait de rapprochement avec Saint-Nicolas. Et plutôt avec ce qui est devenu chez nous le Père Noël. On va en parler, bien sûr. Et vous, Madame Baird, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette figure? Non, je n'avais pas entendu parler de cette figure. On cherche un petit peu, en tout cas, sur les figures on va dire, des pays limitrophes à la Lorraine, le Luxembourg, les Pays-Bas, mais en tout cas pas jusqu'en Russie. Non. À la bonne heure. Écoutez, c'est la réponse que j'attendais parce qu'il n'est pas très connu en France, surtout si on le compare avec le Père Noël. Alors là, je me tourne vers Evgenia Fedjin. Euh, Bonsoir. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos internautes qui est Ded Moroz? Est-ce que vous pouvez introduire cette figure légendaire? Дед Мороз вообще появился Bonsoir. Le Dead Moroz, en fait, le Dead Moroz tel qu'on le connaît maintenant, il est apparu pendant le temps soviétique. Donc c'est une interprétation soviétique de la figure de Saint Nicolas. Donc
c'est une image qu'on a créée. Donc, Ded Moroz, c'était un vieillard assez méchant, euh, comme une image de l'hiver. Et en combinant cette image avec les figures de Saint-Nicolas, on a eu ce concept de Ded Moroz, un vieillard qui pouvait punir les enfants qui se comportaient mal. Il pouvait les frapper du froid. Mais bon, ensuite, l'image s'est transformée. Donc, si l'enfant se comporte bien, alors Ded Moroz lui donne des cadeaux. Et si ce n'est pas le cas, alors pas de cadeaux. Mais il y a eu beaucoup de légendes, et selon ces légendes, c'était un personnage assez méchant. Les enfants avaient peur de lui. Et en fait, pour améliorer un peu son image, on, on lui a donné une personne qui l'aidait, sa grande fille, Snegurotchka. Mais en fait, il y a aussi des contes. Et dans les contes, Snegurotchka, c'est la fille de Ded Moroz, mais actuellement, comme Ded Moroz est vieux et Snegurotchka est jeune, mais alors elle est considérée comme sa petite fille. Donc voilà, il vient avec Snegurotchka et aujourd'hui, dans la Russie actuelle, donc, on connaît Ded Moroz et on connaît sa grande fille, sa petite fille, Snegurotchka. Il y a aussi des animaux de forêt qui l'aident. Maintenant, pendant les fêtes pour enfants, dans les écoles maternelles, on évoque des contes de fées, et dans les contes de fées, il y a beaucoup de personnages comme Baba Yaga, une vieille méchante, des dragons, et voilà, Ded Moroz, c'est un personnage euh, qui euh, donne en fait, la fête, le nouvel an aux enfants, qui est le vainqueur de tout mal, de tous les personnages méchants, et suite aux actions de Ded Moroz, même les personnages les plus vilains deviennent bons. On a toujours le happy end, tous les enfants sont heureux. Alors, donc, il était méchant. Donc, c'était une légende slave. Да, да. Méchant. В древности Oui, еще до... oui. Même avant l'époque chrétienne en Russie. Donc, Moroz, c'était un dieu. En Russie, Moroz, ça veut dire le froid. Et vous savez qu'en Russie, il y a beaucoup de régions qui sont très froides. Les froids sont intenses. Et avant euh, le baptême de la Russie, avant le christianisme, les gens essayaient d'offrir des cadeaux et d'autres offrandes à ce dieu pour les suaver. Donc, ils mettaient des cadeaux à ce dieu sur le seuil de leur maison et ils espéraient que ce dieu les aidera à survivre pendant l'hiver parce qu'il était difficile de survivre pendant les froids en hiver. On espérait que le froid n'allait pas détruire leur vivre, n'allait pas frapper les champs, que les animaux domestiques survivraient parce que en fait, l'agriculture était importante. Et c'est important que le bétail survive pendant l'hiver. Et bien sûr, en fait, Ded Moroz, avant, n'était pas tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais il y a eu beaucoup de légendes et avec le temps, cette image s'est transformée et maintenant, c'est quelqu'un qui offrait des cadeaux aux enfants qui se comportent bien
Et si l'enfant ne se comporte pas bien, alors il est puni d'une façon ou d'une autre. Il avait un bâton, par exemple. Il pouvait frapper avec ce bâton, les frapper du froid. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire comment est-ce que la transformation s'est opérée? Donc, vous dites que c'est au siècle dernier qu'il est devenu une figure gentille qui donne des cadeaux aux enfants. Э, Вообще, ну, первое, когда Ouais. все-таки он был добрым персонажем, Alors, au départ, когда приняли христианство, lorsque la Russie a été christianisée, là, il y a eu un moment de lutte entre le christianisme et les dieux païens. Et afin que les gens oublient leurs dieux païens, disons que c'est là que ce dieu du froid, ce dieu morose, a eu cette image très négative et, et quelque part, ces dieux païens ont été remplacés par les saints. Et comme je l'ai dit, donc avec le temps, il y a eu des traditions, des légendes. Et puis à l'époque de Pierre le Grand, en 1700, à l'époque, en Russie, tout ce qui était occidental était à la mode. Vous savez que Pierre le Grand était un grand amateur de tout ce qui était occidental. Et c'est à cette époque-là qu'en Russie, on a commencé à fêter la nouvelle année le 1er janvier. Parce qu'avant, on le fêtait le 1er septembre. Pourquoi? Parce qu'on croyait que Dieu a créé le monde en date du 1er septembre. Et en Russie, la tradition était de fêter le Nouvel An le 1er septembre. Et c'est Pierre le Grand, qui adorait tout ce qui était occidental, a décidé de commencer à fêter la nouvelle année à l'occidental, c'est-à-dire que le 1er janvier. Mais, et donc, c'est à cette époque que Dead Moroz a commencé à être associé à la fête, aux festivités de la nouvelle année, mais cette tradition n'a pas vraiment duré. Elle n'a pas vraiment été adoptée. Et puis, à l'époque soviétique, vous savez qu'au début, il était interdit de fêter Noël, il était interdit de fêter le Nouvel An. Et c'est à partir du milieu du XXe siècle que cette tradition de fêter le Nouvel An a été ressuscitée. Et donc, c'est à cette époque-là que Dead Moroz a vraiment eu cette image qu'on connaît aujourd'hui de ce vieillard, de ce bonhomme plutôt gentil qui lutte contre les forces du mal, qui offre des cadeaux aux enfants, qui participe aux grandes fêtes qui sont organisées à l'époque du Nouvel An. Et donc, il a sa petite fille, Snegorochka, qui l'aide parce que lui, il est âgé, donc c'est pour ça qu'il a besoin d'aide de sa petite fille. Il a aussi d'autres personnages qui l'aident, ce sont les animaux de forêt. Bon. Donc, c'est une image qui évolue, qui se transforme en quelque sorte. Et vous savez qu'aujourd'hui, on considère que la résidence de Dead Moroz se trouve dans la ville de Veliki Ustyug en Russie. Donc, c'est un lieu qui est devenu un lieu touristique, de la même manière qu'il existe d'autres résidences du Père Noël en Finlande, en Laponie. Mais ça, c'est pour le Père Noël. Mais notre Dead Moroz russe, sa résidence se trouve dans la ville de Veliki Ustyug en Russie. Et donc, il y a aussi une tradition d'écrire des lettres au Dead Moroz. Donc, il a une adresse à Veliki Ustyug, bien sûr. Bon, il ne peut pas envoyer des cadeaux à tout le monde, hein, le Dead Moroz, mais il y a trop d'enfants qui lui écrivent des lettres. Mais en tout cas, cette tradition existe. Il ressemble de plus en plus au Père Noël. Madame Miroshnichenko, vous voulez compléter ce que vient de nous dire Madame Fédune? Ну, вы знаете, образ Деда Мороза, Alors, l'image du Dead Moroz,
date de l'époque païenne, effectivement. Et à cette époque, on l'appelait de différentes manières, mais en tout cas, on utilisait différentes appellations du froid. Le père gel, le père froid. Et donc, tous ces mots sont toujours utilisés aujourd'hui. Par exemple, le père Studenets, ça caractérise des hivers vraiment froids. Et effectivement, le Dead Moroz n'a pas toujours été aussi méchant que l'a raconté ma collègue. Et par contre, pour le rendre gentil, il fallait effectivement lui offrir des cadeaux à lui. Il fallait le demander d'apporter des récoltes, des bonnes récoltes. Et donc, ce sont vraiment des traditions païennes qui datent de l'époque d'avant le christianisme. Et même, on dit que les jeunes filles vierges étaient envoyées dans les forêts afin de pouvoir comment dire, faire cette offrande à cet esprit méchant pour le rendre plus gentil. Bon, on ne sait pas si cette tradition a vraiment existé ou c'est uniquement une légende. Alors, Nikolai Nekrasov, un grand poète russe qui fêtait 200 ans cette année, et notre bibliothèque de la ville de Krasnodar porte son nom. Et là, justement, écrit un poème qui s'appelle Moroz. Et dans ce poème, il raconte une histoire semblable lorsque une jeune fille paysanne va dans la forêt pour ramasser des brindilles. Et c'est là qu'il rencontre ce vieillard méchant qu'il attendait justement. Et ce vieillard commençait à raconter plein d'histoires qui faisaient perdre attention en fait aux gens qui venaient. Et dès que les gens commençaient à dire j'ai froid, c'est là que le Dead Moroz se fâchait et il pouvait même tuer ces personnes en les frappant de froid. Et c'est aussi le sujet d'un conte populaire russe qui s'appelle Morozko et qui a été notamment réécrit par Konstantin Tolstoï, un autre écrivain et poète russe. Mais donc, c'était vraiment des traditions anciennes, des traditions païennes. Et puis, suite à la christianisation, à l'arrivée du christianisme en Russie, bien sûr, ces traditions commencent à changer. Pourquoi, en fait, le Dead Moroz, il avait un sac. Il porte un sac. Pourquoi? Parce que traditionnellement, on considérait qu'il pouvait enlever les enfants et les mettre dans ce sac. Mais d'ailleurs, je vous rappelle des traditions occidentales où, en fait, à côté de Saint-Nicolas, il existe un père fouettard qui était là pour punir les enfants. Et donc là, je vous montre l'encyclopédie de Nouvel An et de Noël. Et dans ce livre, on raconte les différentes traditions de Noël et de Nouvel An dans différents pays. Donc ça, c'est un livre pour adolescents. Et là, j'ai un autre livre pour les enfants plus petits, le Dead Moroz et ses frères. Et là, encore une fois, c'est une façon d'expliquer différentes traditions qui existent dans le monde, différentes traditions autour de Noël et de Nouvel An. Et là, je vais vous montrer quelques exemples. D'ailleurs, notre région de Krasnodar est voisin avec la République autonome de Adyguée. Et d'ailleurs, dans différentes régions et républiques autonomes de Russie, il existe différentes traditions de Nouvel An et différents personnages qui s'apparentent en quelque sorte au Dead Moroz et au Père Noël. Vous savez qu'en Russie, il existe plus de 100 ethnies, 100 groupes ethniques. Donc, c'est un pays vraiment multiculturel. Et notre ville de Krasnodar est une ville multiculturelle. Et là, d'ailleurs, on parle de Snegorochka. Pourquoi? Elle a ses origines dans la ville russe de Kostroma. Pourquoi? Parce que l'écrivain russe Vladimir Odoïevski a
un autre écrivain, Alexandre Ostrovsky, qui a écrit de nombreuses pièces de théâtre au XIXe siècle. Et notamment, il a écrit une pièce de théâtre qui s'appelait Snegorochka. Et il habitait justement près de la ville de Kostroma. Et puis, par la suite, le compositeur Rimsky-Korsakov a écrit l'opéra qui s'appelle Snegorochka. Avec le temps, bien sûr, les relations dans la famille évoluaient et les rapports avec les enfants évoluaient. Et là, je reviens à l'image de Saint-Nicolas parce que, comme on l'a déjà dit, cette image, enfin, ce saint, c'était quelqu'un de très important en Russie. Et au fil des années, au fil des siècles et des années, l'image du Ded Moroz a été modifiée. Il est devenu plutôt un personnage gentil. Donc, dans son grand sac qu'il porte sur son dos, ce ne sont plus des enfants enlevés, ce sont des cadeaux que lui apporte aux enfants. Et bien sûr que de nombreuses œuvres littéraires, notamment les œuvres que j'ai citées, ont influencé également l'image du Ded Moroz. Et aujourd'hui, on le voit de manière tout à fait différente. C'est un personnage gentil, mais quand même, c'est un personnage juste. C'est-à-dire que bon, si les enfants ne sont pas sages, bon, il va les gronder, mais il ne va pas les punir, il ne va pas les tuer, parce qu'aujourd'hui, on a d'autres valeurs, notamment les valeurs de pardon. C'est le Saint-Nicolas et Père Fouettard en même temps. J'accueille Faustine Salle, modératrice, qui, je crois, a une question du public à vous poser, à vous, Madame Miroshnichenko. Oui, bonjour. J'ai reçu une question du public qui se demandait en fait dans quelle mesure Dead Moroz est lié à la célébration de Noël en fait en Russie. Вы знаете, все-таки Дед Мороз – Vous это savez, le Dead Moroz, c'est plutôt des festivités du Nouvel An. Et si vous regardez les cartes postales, en général, on voit donc Ded Moroz, Snegorochka, et en même temps, on voit un petit garçon, le troisième personnage, et ce petit garçon, c'est la nouvelle année. Enfin, il représente la nouvelle année, donc c'est quelque chose qui est vraiment lié au changement des années. Et Noël, pour nous, c'est quelque chose de différent. C'est vraiment la religion, c'est la nativité du Christ. Pour nous, c'est vraiment différent. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et oui, écoutez, vous y avez très bien répondu. Alors Noël, Noël, on parle du Père Noël en filigrane depuis tout à l'heure. Il faudrait peut-être rappeler que le Père Noël découle de Saint-Nicolas. Impossible de ne pas penser à le Père Noël, à Saint-Nicolas quand on pense à Santa Claus. Alors, je vous explique rapidement. Déjà, vous remarquerez qu'une partie de la symbolique de Saint-Nicolas est similaire à celle du Père Noël, la barbe blanche, qu'on retrouve d'ailleurs chez Dead Moroz, le manteau rouge, le cadeau aux enfants, et puis dans une moindre mesure, l'âne et les rennes. Alors, malgré la réforme protestante au XVIe siècle qui supprime la fête de Saint-Nicolas dans certains pays d'Europe, et notamment en Hollande, eh bien, les Hollandais gardent la tradition de Saint-Nicolas qu'ils appellent Sinterklaas, et lorsque certains immigrés hollandais s'installent aux États-Unis au XVIIe, et notamment lorsqu'ils forment la création de la nouvelle Amsterdam, qui deviendra New York, les immigrés hollandais importent la figure de leur Saint-Nicolas, du Sinterklaas. Sinterklaas devient Santa Claus. Santa Claus va subir de nombreuses transformations vestimentaires et culturelles pour se transformer peu à peu en Père Noël, celui qu'on connaît aujourd'hui. Et la transformation la plus marquante, c'est peut-être celle de Coca-Cola. Ça date de 1931. La firme américaine utilise ce personnage pour une publicité. On le voit, le Père Noël, en train de boire du Coca-Cola pour reprendre des forces pendant la distribution de jouets. Ainsi, les enfants sont incités à boire du Coca-Cola pendant l'hiver. On habille le Père Noël aux couleurs de la bouteille de Coca-Cola, en rouge et en blanc. On remarque aujourd'hui que le Père Noël a perdu sa dimension religieuse. Je vais peut-être vous montrer cette publicité. Je l'ai retrouvée. Alors, attendez, c'est pas celle-là. Bon,
peu importe. Alors, donc c'était voilà, 1931. Aujourd'hui, le Père Noël, c'est devenu voilà, une figure qui fait beaucoup d'argent. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Laplace. Est-ce qu'on peut dire, on peut en dire autant de Saint-Nicolas? Est-ce qu'aujourd'hui, Saint-Nicolas est devenu une figure commerciale? C'est une bonne question. Fatalement, en partie, un peu quand même. On a tendance à caricaturer dans un sens et dans l'autre et à faire de Père Noël, du Père Noël finalement l'usurpateur, l'envahisseur américain, ce qu'il est en partie. C'est intéressant que Saint-Nicolas, d'ailleurs comme Diède Marose, a conservé quand même la notion du bien et du mal, de l'idée de justice que le Père Noël a perdu, puisque le Père Noël est là simplement pour distribuer des cadeaux dans un élan un peu consumériste. En revanche, à l'inverse, Saint-Nicolas génère sa propre économie quand même. La Saint-Nicolas, c'est aussi un moment pour de beaucoup de ventes. Et dans la tradition populaire de la Saint-Nicolas en Lorraine, la part des commerçants est assez importante. Et dès les années 20, des années 30, les défilés de Saint-Nicolas qui sont aujourd'hui très importants et que finalement le Kidam considère comme des traditions populaires ne sont ni plus ni moins que des traditions commerçantes qui ont été proposées par les commerçants eux-mêmes pour supporter les ventes au moment de la Saint-Nicolas, puisque jusque dans les années 60, les cadeaux étaient faits en Lorraine aux enfants plutôt à la Saint-Nicolas et pas à Noël. Donc qui dit cadeau dit achat des cadeaux, dit vente des cadeaux, d'où le lien avec les commerçants. Ce qui me fait dire que même si certainement la tradition de Saint-Nicolas est peut-être plus populaire que commerciale, malgré tout, elle a sa part d'intérêt économique et encore maintenant, bien sûr. Je pose la même question à nos amis russes. Madame Evgenia Fediun, est-ce que Ded Moroz est une figure lucrative? Est-ce qu'il y a des produits à l'effigie de Ded Moroz? Est-ce que ça génère de l'argent? Ну, не совсем. Bon, Дед Мороз pas tout à fait, je dirais pas ça. чем-то и образ. Je dirais pas que Dead Moroz, c'est une image commerciale. В России, ну, в основном En Russie, Санта-Клаус используется bien теми sûr, брендами, которые имеют l'image de ce qu'on appelle le производителей Santa Claus, le рекламы, Père Noël компаний. Например, вот occidental en quelque sorte, est utilisé effectivement par quelques marques occidentales comme Coca-Cola qui utilisent toujours la même image dans le monde entier de Père Noël, alors que Pepsi a adapté ses publicités dans chaque pays en fonction de la culture de chaque pays. Et lorsque ils ont fait une publicité pour la Russie, ils ont utilisé l'image de Ded Moroz et non pas de Père Noël. Donc, c'est quand même particulier. Il y a certaines marques, encore une fois, qui gardent l'image du Père Noël et d'autres marques adaptent leur publicité et utilisent donc le Ded Moroz local. Et bien sûr, après les publicités de Coca-Cola, je sais que les gens ont commencé à offrir des cadeaux pour la fête du Nouvel An, parce que avant, c'était plus habituel d'offrir des cadeaux pour la Saint-Nicolas ou pour Noël, mais aujourd'hui, on a plus l'habitude d'offrir des cadeaux pour le Nouvel An. Et encore une fois, je dirais que c'est plutôt Santa Claus qui est une image plutôt commerciale en Russie, alors que Ded Moroz, pas forcément. Madame Lucibert, quelles sont les valeurs inhérentes à la tradition de Saint-Nicolas? Alors, bien sûr, inciter les enfants à rester sages, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se retrouve partout, même si effectivement, vous l'avez rappelé, le Père Noël n'est pas là pour Oui. corriger les enfants qui n'ont pas été sages. Le Père Noël offre des cadeaux. Mais est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui sortent quand on pense à Saint-Nicolas? Ben, moi, je dirais quand même assez les valeurs familiales autour de la fête de la famille et des valeurs populaires dans le sens où ça entame déjà le mois de décembre, qui est le mois des festivités en France en tout cas. C'est vraiment une entrée dans ce mois d'hiver avec la Saint-Nicolas. Et c'est une entrée familiale et festive parce que c'est vraiment une fête populaire, en tout cas sur Nancy.
Ça, c'est sûr, dans ce coin de Lorraine particulier, sur Nancy, c'est vraiment à cause de tout ce que Thibaut a pu déjà dire aussi, toute l'attractivité commerciale, mais aussi à cause de ce fameux défilé qui existe déjà depuis le début du XXe siècle. Au Nancy, il y a un énorme défilé qui va rassembler, je ne sais plus combien de milliers de personnes, mais c'est vraiment énorme. Qui va attirer les gens de toute la Lorraine, mais pas seulement, même au-delà. Il y a vraiment on sent du tourisme autour de cette fête, donc des gens d'ailleurs, d'autres régions françaises qui viennent fêter Saint-Nicolas à Nancy. Donc, c'est vraiment des valeurs familiales, populaires, et puis une effervescence un peu collective pour ce mois de décembre, vers la fin de l'année. Madame Miroshnichenko, je vous pose la même question. Quelles sont les valeurs qui sont inhérentes à la tradition de Ded Moroz? Вы понимаете, Дед Мороз для Alors, нас le Ded Moroz, pour nous, c'est un personnage de conte. C'est un personnage gentil, quelqu'un qui apporte la joie à tout le monde, aux enfants comme aux adultes. Et on essaie de garder cette image de personnage de conte. On essaie de le garder pour nos enfants. En ce qui concerne les valeurs morales, je pense que là, il faudrait plutôt revenir à l'image de Saint Nicolas, si on parle vraiment des valeurs morales. Pour moi, Ded Moroz ne représente pas forcément les valeurs morales. Pour moi, ce sont quand même deux personnages forcément différents. D'un côté, il y a le Saint Nicolas, qui est véritablement une image de saint, et de l'autre, il y a le Ded Moroz, qui est un personnage de conte. Et encore une fois, le Saint Nicolas, qui est très vénéré en Russie, qu'on appelle Nicolas le miraculeux, et aussi c'est le saint qui aide les personnes qui souffrent et qui ont besoin d'aide. Et donc, encore une fois, pour moi, Ded Moroz, c'est quelque chose de très différent. Ded Moroz n'est pas égal Saint Nicolas. Et encore une fois, chez nous, il y a d'autres fêtes. Il y a plusieurs fêtes dédiées au Saint-Nicolas. Saint-Nicolas d'hiver, Saint-Nicolas de printemps, Saint-Nicolas de Mojaï. Donc, il y a plusieurs fêtes orthodoxes qui sont véritablement dédiées au Saint-Nicolas. Et donc, ce n'est pas forcément lié aux festivités qui entourent la fin de l'année. Là, c'est plutôt la joie, la famille. Mais encore une fois, nous séparons ces deux personnages. D'un côté, le personnage véritablement religieux, saint, et de l'autre, le personnage de conte, le personnage du Nouvel An, le personnage des festivités et de la joie. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Gabriel. Merci, Elena. Monsieur Laplace, vous avez une position privilégiée puisque donc, vous avez habité en Russie, vous connaissez les deux figures. En fait, dans le fond, on se rend compte qu'on ne peut pas vraiment comparer Ded Moroz et Saint-Nicolas. Est-ce qu'il y a quand même quelques points de comparaison, hormis voilà, la barbe blanche et les enfants, on a compris, dans les valeurs notamment? Oui, dans les valeurs quand même, il y a la famille, il y a beaucoup. Pour Saint-Nicolas comme pour Ded Moroz, le prétexte des adultes de mettre les enfants en avant pour se rappeler eux-mêmes qu'ils ont été des enfants et s'en souvenir avec joie. Je pense que c'est important parce qu'on dit toujours que la Saint-Nicolas est une fête pour les enfants, mais comme avec Ded Moroz, quand on raconte les histoires de Ded Moroz, de Snegurotchka, c'est l'enthousiasme que mettent les adultes à raconter ça aux enfants me fait quand même penser que c'est aussi une fête pour ce qu'il y a d'enfants chez les adultes. C'est à mon avis quelque chose peut-être qui serait de l'ordre de la psychologie des poules fêtant ou Saint-Nicolas ou Ded Moroz à étudier, mais je pense qu'il y a un tout petit peu de ça quand même. Et puis il y a à mon avis, des aspects de comparaison aussi intéressants de l'ordre de la transition du monde païen au monde chrétien, même si Ded Moroz est moins identifié avec les attributs de Saint-Nicolas.
malgré tout, les deux viennent un petit peu du monde païen. Saint-Nicolas est un saint, certes, mais comme par hasard, tous ces gens-là, dirais-je, se retrouvent dans l'hiver. Et Saint-Nicolas est venu s'insérer dans les festivités païennes de l'hiver, de ce sommet du froid de l'année. Et Saint-Nicolas a remplacé les fêtes de l'hiver. Donc, c'est aussi des éléments de comparaison. Pour vous, pourquoi est-ce que c'est important dans le fond, ces légendes, ces traditions? Pourquoi est-ce qu'on les garde avec toutes ces années? Est-ce que c'est pour transmettre des valeurs aux jeunes générations, comme vous l'avez suggéré? Euh, pour moi, ça relève beaucoup de l'attachement. C'est une manière de manifester aussi un attachement à une culture. Pour les Lorrains, Saint-Nicolas, c'est leur culture de Lorrain. Et je suis certain que pour des gens des Pays-Bas qui fêtent Saint-Nicolas, c'est aussi un élément de leur culture à eux. Donc je pense que c'est une manière de manifester son attachement à sa culture un petit peu locale. Et puis si évidemment le tout, c'est dans un contexte où on célèbre la joie, la famille, les enfants, les cadeaux, c'est un socle aussi commode que joli pour se réunir entre générations. La Saint-Nicolas, c'est aussi une fête de famille et c'est beaucoup une fête qui permet de relier les générations, notamment parce qu'aujourd'hui, le schéma est assez classique, par exemple pour des Lorrains, d'avoir, par exemple, des grands-parents ou parents à Nancy, des enfants qui sont plus loin en France, et un des temps privilégiés pour se réunir, justement parce qu'on fait appel à la famille, et puis on fait appel aux générations, on fait appel aux relations des parents et des enfants, même des grands-enfants. C'est beaucoup la Saint-Nicolas. Donc c'est un petit peu tout ça, à mon avis, qui fait que la Saint-Nicolas reste une fête vive. J'ai vu que la fête du Saint-Nicolas pourrait bien devenir patrimoine mondial de l'UNESCO. Le dossier est en cours, comme d'autres traditions locales, comme par exemple la culture de la bière en Belgique ou le carnaval de Granville en France. Vous savez où en est le dossier, Monsieur Laplace? Je crois que ça met beaucoup de temps, hein, ce genre de choses. Alors, je me prononcerai pas officiellement, mais je sais, j'ai participé au groupe de travail élargi qui a permis de classer les fêtes de Saint-Nicolas à Nancy au patrimoine immatériel français. Pour ce qui est de l'UNESCO, il me semble qu'il était nécessaire d'entamer une démarche à minima interrégionale, mais je crois bien internationale, ce qui est quand même un autre palier. Et ce serait intéressant parce que Saint-Nicolas est clairement fêté aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, dans le sud de l'Allemagne, un petit peu en Suisse. Voilà, mais je ne saurais pas vous dire où officiellement ça en est aujourd'hui. Nous avons une question qui a été posée en russe et qui a été gentiment traduite par Monsieur Klevansky. Cette question est légère. Je vous la pose à vous, Madame Baird, parce que je crois qu'elle s'adresse à nous, Français. La question, la voici. Voulez-vous venir visiter la Russie? Et si vous croisiez Ded Moroz, que lui demanderiez-vous? Bah, j'ai visité la Russie, pourquoi pas. Ça, c'est franchement, c'est un souhait d'aller voir d'autres cultures. Qu'est-ce que je lui poserais comme question? Ben, c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai appris aujourd'hui, là, parce que j'ai appris plein de choses, je le vois plus comme un Père Noël que comme un Saint-Nicolas, ça c'est vrai. Mais moi, ce que j'aurais envie, c'est de vivre cette période, de vivre cette fête avec des Russes, pour de vrai, de savoir comment que tout ça se manifeste au sein de la famille, et puis au niveau d'une ville. Ça me plairait bien. Voilà. Et c'est vrai que Saint-Nicolas, pour nous, reviens un peu sur cette fête de fin d'année. C'est peut-être aussi un peu le remplacement de l'éloignement que nous vivons par rapport à la culture religieuse. Et c'est vraiment la culture populaire qui a pris le pas
sur les pèlerinages. Puis en fin de compte, on transforme toute cette culture religieuse en des festivités populaires, loin de Saint-Nicolas le religieux. Mais en tout cas, c'est encore là 16 siècles après, 17 siècles après, c'est toujours là, quoi. Merci, Lucibert. Madame Miroshnichenko, merci d'être venue. Est-ce que vous voulez conclure cette belle conversation? Alors, sachez, Madame Miroshnichenko et Madame Fedune, que vous êtes les bienvenus à Nancy également, hein. Vous venez quand vous voulez. Euh, Vous voulez un mot de la fin, Elena? Vous voulez dire quelque chose avant de conclure cette émission? Что я могу сказать? Bon, Чтобы я попросила. merci. Bon, qu'est-ce que moi, je demanderais à Saint-Nicolas? Je demanderais beaucoup de santé à tout le monde pendant cette période difficile, de la paix et du bonheur, Чтобы в каждой семье pour que благополучие, dans chaque famille, dans chaque maison, il y ait de l'amour, добрые отношения il y ait de друг к другу. prospérité, Это то, что de всем bonnes нам, relations всем нам entre toutes les всем personnes. давал святой En fait, Николай Угодник. ce sont toutes les choses que j'aimerais bien demander à Saint-Nicolas. Нанси, Donc voilà, et je nous souhaite à nous tous, à mes collègues, à vous, à Nancy, beaucoup de bonheur dans cette nouvelle année et dans cette période de Noël. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de succès, chers amis. Ben, merci beaucoup à vous. Et puis, vous ouvrez, j'ouvre la grande phase de remerciements et en premier lieu, la bibliothèque et la ville de Krasnodar pour leur collaboration et plus particulièrement son dynamique service des relations extérieures. Je le rappelle, ce duplex s'inscrit dans le cadre de l'année de la coopération décentralisée franco-russe et du projet intitulé Krasnodar, invité d'honneur de la Saint-Nicolas. Merci d'ailleurs au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci aux bibliothèques de Nancy et à notre équipe, Patricia Durupt, Yves Henry, Sylvie Marchand, Isabelle Hubert, Julien Broquet, Olivier Simon et Juliette Lenoir. Un merci tout particulier à Verena Denry, directrice des relations internationales de la ville de Nancy. Merci à notre modératrice, Faustine Salle. Merci à nos intervenants de ce soir pour leur contribution éclairée. Lucibert, bibliothécaire responsable patrimoine de Nancy, Hélène Miroshnichenko, directrice de la bibliothèque municipale de Krasnodar, Evgenia Fedune, directrice de la succursale de la bibliothèque municipale de Krasnodar, Monsieur Thibault Laplace, président de l'association Connaissance et Renaissance de la basilique de Saint-Nicolas-de-Port. Merci à nos deux interprètes qui vont pouvoir se reposer et boire un grand verre d'eau, Anton Klevonsky et Evgenia Anisimova. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était le dernier duplex de la série Culture Jumelle qui nous aura quand même fait beaucoup voyager. Il y a eu des kilomètres, hein. On a pu tout au long de l'année échanger avec nos villes jumelles de Cincinnati, Liège, Newcastle, Karlsruhe, Kanazawa et donc ce soir Krasnodar. Nous avons conversé sur des sujets bien différents comme la politique, la culture, le sport, le handicap ou la liberté de la presse, mais toujours avec un objectif, apprendre, découvrir et comprendre comment fonctionne le monde dans lequel nous vivons. Restez attentifs sur les réseaux sociaux des bibliothèques de Nancy. Il se passe voilà, toujours des choses. C'était Gabriel Bertrand. Merci à tous. Bonne soirée et joyeux Saint-Nicolas.